Dans les hôpitaux pédiatriques d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, les cas de malnutrition se multiplient. On y trouve des bébés déshydratés par la diarrhée, les infections intestinales, des bébés sous-alimentés, atteints par les traditionnelles maladies de la faim, victimes du marasme, et comme c'est le cas ici, du kwashiorkor ou le manque d'albumine. Ces enfants ne viennent pourtant pas de régions de disette. Leurs mères ne sont ni malades ni sous-alimentées. Le seul point commun entre ces nourrissons, c'est qu'ils ont été nourris au biberon. Les uns viennent des taudis des grandes villes, les autres de villages de brousse. Leurs mères, désespérées, ne parviennent pas à comprendre que leurs bébés perdent du poids, que leur corps se ratatine, au lieu de s'épanouir et que parfois, ils meurent. Car elles pensaient leur avoir donné la meilleure chose possible, du lait en poudre, bu au biberon. Cet extrait provient de l'émission télévisée Affaires publiques, qui diffuse en 1975 une enquête portant sur la malnutrition infantile au Kenya. Ce reportage décrit des cas de bébés malades en raison du recours au biberon dans un pays où son utilisation n'est pas appropriée. Dans ce qui est à l'époque appelé le tiers-monde, les conditions d'hygiène et les difficultés économiques rendent les bébés nourris au lait artificiel plutôt qu'au sein plus vulnérables aux maladies et à la malnutrition. Ceci notamment à cause du coût élevé du lait en poudre, souvent trop dilué car trop cher. Ce reportage est diffusé avant un procès appelé à faire grand bruit. La multinationale Nestlé, accusée d'encourager l'utilisation du lait en poudre dans les pays en développement, a porté plainte pour diffamation contre le groupe de travail Tiers-Monde Berne. Celui-ci avait publié une brochure intitulée « Nestlé te-tête babies » « Nestlé tue les bébés ». Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives intitulé « Nestlé et le scandale du lait en poudre, multinationale en quête d'image ». À l'époque où Nestlé est mise en cause pour sa promotion du lait en poudre dans les pays dits du tiers-monde, les affaires de la multinationale installée à Vevey sont florissantes. Dès les années 1960, Nestlé accède au club des géants de l'agroalimentaire et devient une multinationale active sur les 5 continents, talonnant le britannique Unilever sur le marché mondial de l'alimentaire. Le 14 mai 1974, l'administrateur délégué de Nestlé, Pierre Lyotard-Vogt, interrogé sur le plateau de l'émission En direct avec, révèle que le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint 16,5 milliards de francs suisses. 16,5 milliards, c'est davantage que l'ensemble des dépenses prévues dans le budget de la Confédération pour cette même année 1974. Cette expansion rapide de Nestlé est en grande partie attribuée à ses produits lactés, qui ont constitué la part la plus importante du chiffre d'affaires de l'entreprise jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais en cette année 1974, en mars, un coup de tonnerre a retenti dans le ciel bleu de Nestlé. Dans un rapport intitulé « Baby Killer, tueur de bébés », l'association britannique d'entraide au tiers-monde War on Want accuse l'utilisation du lait en poudre et du biberon cause une importante mortalité parmi les nourrissons du tiers-monde, où les conditions économiques et d'hygiène conduisent à un mauvais usage du lait artificiel. D'après War on Want, le lait en poudre et le biberon, développés dans les pays occidentaux et adaptés à leurs standards sanitaires et financiers, ne peuvent pas être proposés de la même manière dans des régions pauvres et aux infrastructures précaires, où l'allaitement maternel reste le moyen le plus sûr d'éviter aux bébés maladies et sous-alimentation.
Les distributeurs de ce lait infantile, les firmes multinationales, dont Nestlé, sont montrés du doigt pour la large publicité qu'elles font de leurs produits lactés dans les pays dits du tiers-monde. Ils y distribuent aussi des échantillons gratuits. En août 1975, dans le journal du soir radiophonique, Alain Jacquot résume les accusations contenues dans le rapport. Les chefs d'accusation portés contre ces producteurs-distributeurs multinationaux, tout d'abord, le fait de favoriser l'emploi de lait en poudre au lieu de laisser les mères allaiter leurs enfants comme elles en ont l'habitude. Selon des statistiques récentes, on a constaté que le taux de mortalité infantile était 3 fois supérieur chez les enfants nourris au biberon. Un autre reproche formulé par l'organisation britannique est le fait d'inciter les mères à utiliser un biberon, reconnu comme source d'infection. Troisième accusation, liée aux critiques fondamentales que je viens de citer, la publicité inconsidérée faite autour des produits pour nourrissons et les méthodes employées pour convaincre la population. Enfin, War on Want constate que les médecins en exercice dans le tiers-monde sont, en règle générale, totalement dépendants des industries pharmaceutiques en ce qui concerne leur information sur les produits à prescrire. Cette accusation sévère porte un coup aux valeurs chaleur, assistance, prévoyance, sécurité, nature et alimentation revendiquées par l'entreprise Nestlé depuis sa création. Le logo de Nestlé, représentant des oisillons recevant la béquée au nid, incarne ces principes dès l'origine de la marque. Choisi par le fondateur Henri Nestlé lui-même, ce logo tire son inspiration de son nom, Nest signifiant nid en anglais, et porte une symbolique centrale dans le marketing de l'entreprise, dont le slogan est « Good Food, Good Life ». Nestlé s'est forgé une image de bienfaiteur et de mécène au cours de son histoire, comme on peut le constater dans certains reportages de la télévision suisse romande dans les années 60. Des sujets d'actualité décrivent alors Nestlé comme une entreprise suisse à succès. Ils évoquent l'édification d'un siège ultramoderne à Vevey dès 1959 ou encore la pouponnière modèle installée sur les hauts de la ville, pouponnière que l'émission Carrefour visite en 1962. Vous n'êtes pas dans n'importe quelle pouponnière, vous êtes dans celle qui fait quasiment école, la pouponnière pilote, vous êtes à Vevey, dans la pouponnière Nestlé que cette entreprise a remise au canton de Vaud le jour de son inauguration, voici 25 ans. Plus de 2000 bébés venant de 32 pays ont été hébergés dans cette pouponnière et, ce qui est tout aussi important, plus de 350 nurses et puéricultrices y ont effectué un stage d'une durée moyenne de 8 mois, montrant bien par là l'importance que cet établissement a pris dans le monde de la pédiatrie et de la puériculture. Lors de l'exposition nationale qui se tient à Lausanne en 1964, la multinationale Nestlé accueille les plus jeunes dans son jardin d'enfants de l'Expo à Vidi. L'émission Carrefour est présente pour couvrir cette animation. Ce bout de femme, eh bien, elle, c'est la 50 millième, la gagnante involontaire d'un concours qui n'en était pas un. En effet, seul le hasard et la loi des chiffres en ont fait la 50 millième visiteuse du jardin d'enfants Nestlé dans la vallée de la jeunesse à l'Expo 64. Son titre lui valut une poupée, un bouquet de fleurs et la conservation d'un trophée, le survêtement que l'on prête à chaque gosse client de ce paradis des plaisirs enfantins. Gageons que le souvenir de cette journée heureuse ne s'effacera pas de si vite de la mémoire de Catherine, gentille gamine de Puy. D'après le quotidien 24 heures, le jardin d'enfants Nestlé aura accueilli plus de 104 000 petits et servi 58 000 repas durant les 6 mois de l'Expo 64. 3 ans plus tard, pour les 100 ans de l'entreprise, l'émission d'information Carrefour du 2 juillet 1967 consacre pas moins de 16 minutes à rappeler l'histoire et la réussite commerciale de Nestlé. Le reportage se termine sur ces phrases. Il était une fois. C'est ainsi que débutait cette histoire. Il était une fois le sourire d'un enfant, sa santé, sa joie de vivre. Il était une fois un inventeur qui a voulu que ce sourire s'inscrive sur le visage de tous les enfants du monde. Il était une fois une fabuleuse puissance économique qui trouvait son exacte balance dans un sourire d'enfant. Il était une fois le succès de Nestlé. Mais l'histoire de la multinationale, présentée jusqu'ici comme exemplaire, connaît donc un premier accroc avec le rapport de War on Want en mars 1974.
2 mois après le rapport Baby Killer, le groupe de travail Tiers-Monde Bern lance un assaut direct contre Nestlé. Cette organisation est composée de jeunes militants qui critiquent l'aide au développement et organisent des actions d'entraide pour les pays du tiers-monde. En 1974, ce groupe de travail Tiers-Monde Bern reprend et traduit dans une brochure en allemand le rapport de War on Want en le titrant de manière délibérément provocatrice. Nestlé tötet Babies. Nestlé tue des bébés. Ce choix de cibler la multinationale helvétique est motivé par le désir de s'adresser aux Suisses et s'explique par le fait que Nestlé est la firme de produits alimentaires pour enfants qui déploie le plus d'activités dans les pays en voie de développement. La multinationale réagit vivement. S'estimant attaquée dans son honneur, elle dépose 4 plaintes pour diffamation et calomnie, chacune liée à des affirmations contenues dans la brochure du groupe de travail Tiers-Monde Bern. Le 26 novembre 1975, le procès débute. Le juge de la Cour cantonale de Berne, Jürg Solberger, entend les différentes parties. Le correspondant de la radio romande, Albert Tille, assiste aux plaidoiries et livre des comptes rendus des audiences dans les journaux de la radio romande. Le groupe de travail affirme que Nestlé fait une publicité intense pour amener les mères à nourrir artificiellement leurs bébés, ce qui justifie le titre de l'étude. Le groupe de travail de Berne maintient donc la forme et le contenu de sa publication. Nestlé, la partie plaignante, affirme que ces affirmations sont calomnieuses. La publicité dans le tiers-monde propose non pas de remplacer le lait maternel par le lait en poudre, mais de compléter l'allaitement. La firme fait une distinction tout à fait nette entre la publicité pour le lait et l'activité de conseil en nutrition des nombreuses infirmières engagées par Nestlé qui travaillent dans le tiers-monde. De plus, en aucun cas le lait ne peut tuer les bébés. Quant à l'utilisation de ce lait, tous les efforts sont faits pour qu'elle soit convenable. Dès le premier jour du procès, les membres du groupe de travail Tiers-Monde Bern ont maintenu les accusations portées dans leur brochure contre la multinationale. Les membres bernois du groupe ont affirmé que le comportement de Nestlé était contraire à l'éthique et à la morale. Explication donnée par le deuxième accusé du groupe. Eh bien, quelques exemples. Nestlé fait la publicité à la radio, plusieurs messages par jour. Et ces messages atteignent les couches les plus pauvres de la population, celles qui n'ont pas la possibilité d'avoir une hygiène suffisante pour utiliser les biberons. Autre exemple, dans un hôpital de Nairobi, la firme a posé des placards publicitaires pour le lait en poudre. Elle distribue également des échantillons gratuits. Les médecins ont fait enlever la publicité. Nestlé a alors arrêté de distribuer les échantillons. Voilà l'argumentation avec quelques détails, mais dans le fond, c'est toujours le même reproche du groupe de travail. Forcer la vente du lait en poudre, c'est mauvais pour les populations du tiers-monde, une affirmation qui évidemment est combattue par les vendeurs de ce lait. Lors d'une interview accordée en août 1975 à la radio romande, le docteur Demeyer, spécialiste en nutrition à l'OMS, souligne l'importance cruciale de l'allaitement, en particulier dans les pays du tiers-monde. Or, dans ces pays qui constituent de nouveaux marchés pour les grands groupes alimentaires, l'allaitement maternel est en déclin. Le docteur Demeyer rappelle que l'OMS a alerté sur ce problème. L'OMS a émis une résolution l'an passé et a jeté encore un cri d'alarme cette année-ci, non plus sous forme de résolution parce qu'elle l'avait déjà fait l'an passé, attirant l'attention des gouvernements dans les pays en voie de développement sur ce grave problème, n'est-ce pas, de la diminution et demandant à ces gouvernements de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l'allaitement maternel par des mesures légales et des mesures de protection de la mère. C'est extrêmement important. Le procès contre le groupe de travail Tiers-Monde Bern est reporté de quelques mois pour permettre aux parties de compléter leur dossier. Les deux camps en profitent pour fourbir leurs armes. Du côté de Nestlé, l'administrateur délégué Arthur Führer donne une conférence de presse et une interview le 28 novembre 1975. Il insiste sur le rôle de la multinationale dans la lutte contre la malnutrition et balaye chacune des critiques portées à l'encontre de son groupe. Nous avons montré dans la conférence de presse de ce matin que nous luttons vraiment depuis des décennies contre la malnutrition. Elle est très grave.
Je dois aussi dire que le problème n'est pas si simple. Ce que nous faisons, c'est d'offrir des produits pour compléter ce que les mères ont elles-mêmes. D'ailleurs, en les encourageant, vous pouvez le trouver dans toutes nos brochures, d'utiliser tout d'abord le lait maternel. Mais vous offrez des produits qui sont hors de la portée de leur bourse. C'est correct, Monsieur Thiel, qu'il y a une partie de cette population, vous le savez vous-même, qu'elle est très pauvre, une partie de cette population qui n'a pas les moyens d'acheter nos produits. Je peux aussi vous dire que depuis des années, nous cherchons à développer des produits meilleur marché pour ces couches de la population, pour les aider dans leurs graves problèmes alimentaires. Nous devons, en tant que grande firme alimentaire, faire notre devoir dans le domaine de malnutrition dans ces pays. Concernant les conditions d'hygiène dans lesquelles les biberons sont préparés, Arthur Führer indique: Nous savons évidemment qu'il y a des femmes qui ne respectent pas les règles de l'hygiène. Il y a des femmes qui ne savent pas ni lire ni écrire. Et je peux seulement vous dire que nous faisons un effort tout à fait extraordinaire avec des brochures qui illustrent et qu'on ne doit même pas lire pour que ces femmes savent comment préparer ces produits. Mais en fin de compte, on ne peut pas demander de nous que nous les apprenons encore toute l'hygiène qu'ils n'ont pas. Nous, on ne peut pas demander de nous que nous les apprenons à lire et à écrire. Sur la question de la publicité tapageuse et sur l'accusation que des vendeuses soient déguisées en nurses, j'ai posé la question à nos collaborateurs si vraiment nous déguisons des vendeuses en nurses. Je n'ai trouvé aucun cas où on peut nous accuser de l'avoir fait. Les nurses, je crois, c'est dans ce pays-là que les accusés disent que nous l'avons fait, c'est la Malaisie. Les nurses en Malaisie portent tout un insigne de nurse, tandis que les vendeuses ne l'ont pas. Ils ont des tabliers blancs, pour autant que se cherchent les deux, mais d'une différente coupe. C'est tout simplement par pure hygiène que nous habillons des vendeuses qui s'occupent quand même de nourriture dans un seul pays, la Malaisie, avec des tabliers blancs qui nullement ne laissent confondre avec des nurses. Et il n'est nullement notre intention d'induire en erreur qui que ce soit. Les tiers-mondistes de la déclaration de Berne, de leur côté, rassemblent un dossier qu'ils fournissent à la presse et invitent le professeur californien, le docteur Derek Jelliff, expert en nutrition, à faire une déposition devant le tribunal. À la reprise du procès, le 22 juin 1976, Nestlé retire 3 des chefs d'accusation initialement portés contre le groupe de travail Tiers-Monde Berne. Sa plainte ne concerne désormais plus que le titre de la brochure « Nestlé tue des bébés ». Cette décision est perçue par les adversaires de Nestlé comme une reconnaissance implicite de certains torts de la multinationale, ce que Nestlé nie. Le verdict est rendu le 24 juin 1976. Alberti rapporte la décision du tribunal dans l'édition du Journal de Midi. Le groupe de travail Tiers-Monde est donc condamné aux frais de la cause et à une légère amende. La publication du jugement ne sera ordonnée que dans des journaux à tirage confidentiel et non dans la grande presse. Le journal Concept, qui avait reproduit l'article dénonçant les pratiques commerciales des vendeurs de lait dans le tiers-monde sans le titre incriminé « Nestlé tue des bébés », ce journal est acquitté. Le juge s'est prononcé donc uniquement sur le titre. La formulation de ce titre est catégorique, cela signifie que réellement la firme ou ses représentants tuent des bébés. Or ce n'est évidemment pas le cas, la mort des nourrissons est causée par des bactéries. Le titre ne parle pas de responsabilité morale, mais de responsabilité directe. Il fallait donc condamner les auteurs de ce titre pour atteinte à l'honneur du groupe Nestlé. Voilà pour la condamnation, mais le juge prononce parallèlement une série de considérants à l'appui de cette condamnation, somme toute qui est clémente. À travers tous les témoignages entendus lors du procès, il est apparu que les méthodes commerciales utilisées en Occident et transposées dans le tiers-monde sont mal adaptées. Et voici les paroles du juge: Nestlé doit réviser fondamentalement ses pratiques publicitaires. Au lendemain du verdict, les articles de presse soulignent que le groupe bernois obtient dans ce procès une victoire morale significative.
À l'issue de l'audience, les deux parties se montrent satisfaites, même si le groupe de travail Tiers-Monde Berne fait appel du jugement. Le journaliste Alberti a recueilli les réactions de l'un de ses membres. Écoutez M. von der Weide qui a présenté en français les thèses du groupe de travail Tiers-Monde. Nestlé doit fondamentalement revoir ses méthodes de vente si dans le futur elle veut s'épargner le reproche d'un comportement immoral et sans éthique. Voilà ce que textuellement le juge a dit. Le jugement dans le procès ne concerne que le titre et non le contenu de nos reproches. Ceux-ci ont été approuvés par le juge. Les enfants, et c'est là le problème essentiel, les enfants continuent à mourir dans le tiers-monde parce qu'ils sont nourris au biberon et Nestlé continue à être responsable par ses méthodes de vente de la mort de nombreux enfants dans le tiers-monde. Qu'attendez-vous d'un nouveau jugement? L'acquittement. Pur et simple, le groupe d'action Tiers-Monde de Berne doit être acquitté des reproches faits par Nestlé. Et de toute façon, il me semble nécessaire qu'il y ait le développement d'une jurisprudence dans le domaine des multinationales et des abus dont trop souvent elle a l'occasion de se rendre coupable par cette énorme concentration de pouvoir qu'elle représente. De son côté, le représentant de Nestlé, M. Gabu, se réjouit également du verdict. Ces hommes qui passent des heures à fabriquer des boîtes de lait aussi pures que possible avec toute leur conscience, c'est l'honneur de nos chercheurs, c'est l'honneur de nos vendeurs, c'est l'honneur de tous les gens qui travaillent avec nous à travers le monde pour nourrir mieux une population. C'est cet honneur, messieurs, qui était en jeu, c'est cet honneur que nous devions défendre, car aujourd'hui, nous le savons, messieurs, les minorités s'attaquent à tout et il est évident que nous devons, une fois, de temps en temps, avoir le courage de répondre. Si Nestlé salue ce jugement, l'affaire du lait en poudre est loin d'être terminée, comme les événements vont le montrer. À la suite de ce procès, Nestlé cherche à redorer son image ternie par le scandale. Arthur Führer, l'administrateur délégué de Nestlé, accepte l'invitation de la TSR à participer à un débat avec les étudiants de l'Université de Fribourg dans l'émission télévisée En direct avec. Le 1er mars 1977, l'amphithéâtre de l'Alma Mater fribourgeoise, où Arthur Führer avait lui-même étudié, bruisse de l'excitation d'une centaine d'étudiants. Le représentant de Nestlé, installé au pupitre, leur fait face. À côté, l'animateur du débat, Jean Dumur, distribue la parole. Dès les premières questions, l'administrateur délégué est vivement interpellé. Les étudiants abordent des sujets polémiques comme les dangers du lait en poudre, les salaires pratiqués par la multinationale et ses mesures antisyndicalistes. Dans une salle hostile, le débat tourne rapidement à une redite du procès du lait en poudre, mettant Nestlé à nouveau sur la sellette. Ainsi, une intervenante interpelle Arthur Führer sur les pratiques publicitaires de la firme. Alors ma question, la voici. Vous venez de dire que vous avez modifié les pratiques publicitaires. Or, le 2 juillet 1976, dans une circulaire adressée au personnel de votre entreprise, vous-même avez dit, et je lis ceci, « J'ai fait donc une enquête dans différents pays, dans tous les marchés concernés. J'ai pu constater que les méthodes de publicité appliquées étaient des méthodes normales et courantes, comme elles sont utilisées à travers le monde par les fabricants de tels produits. Et j'ai donné des instructions pour que l'on persévère dans cette voie. Donc que l'on garde les méthodes publicitaires qu'on avait auparavant, normales et courantes. Alors, comment pouvez-vous dire que vous avez modifié, alors qu'ici vous dites « j'ai donné des instructions pour que l'on persévère ». Bien. Monsieur Führer, vous êtes comme partout bien organisé, je vous fais un compliment, vous êtes fanatique comme partout. Si je peux vous dire... Si je peux vous dire que les produits que nous vendons, mademoiselle, font, si tous les bébés
qui sont là, manger nos produits pendant 6 mois, ce que nous vendons, ça fait exactement 5%. On fait vraiment d'un moustique un éléphant. Il ne faut tout simplement pas exagérer le point de vue que vous mentionnez. Et d'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour refaire toute cette histoire de Berne. Vous savez très bien que si je dis que la publicité est courante, j'ai exactement dit la même chose ici, et vous pouvez vous renseigner à Vevey. Si je n'ai pas donné les instructions de la changer, je pourrais même vous donner des détails à cet égard, de la changer au fur et à mesure où c'est nécessaire et où nous devons nous adapter. Et disons, le fond de la publicité, il reste la même chose, ça reste une publicité dans ce pays qui est faite avec des mass médias, mais qui est plus informative et plus avertissante. Au cours du débat, le ton monte. On verra même le représentant de Nestlé s'offusquer. Quel enfant est mort d'acheter quel enfant est mort après la consommation d'un produit Nestlé? Mais vous me demandez que je crois à même de dire qu'on peut être chrétien et diriger une entreprise. Vous me donnez même pas la bonne volonté que j'ai d'être honnête et solide. Je suis pour certains parmi vous tout simplement un monstre qui exploite, qui ment. Et je suis révolté de lire dans des revues que je mens, écrits par des gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mes convictions et qui ne savent pas que je n'ai aucune envie de mentir. Je ferai de mon entreprise tout ce qu'un homme honnête et solide peut en faire. Et ça, j'ai dit à mes collaborateurs quand j'ai pris ma charge actuelle. Alors que l'émission approche de son terme et qu'un étudiant prend à partie de manière véhémente le représentant de Nestlé sur la question du syndicalisme et des salaires qu'offre la firme à ses employés en Espagne, Arthur Führer déplore la manière dont les étudiants dépeignent Nestlé. Mais je suis étonné. Vous faites de cette maison, vous faites vraiment le plus méchant et le pire de ce que la Suisse peut offrir. Et pourtant, et je vous le dis et je vous le garantis, je suis venu ici en tant qu'homme honnête qui veut payer des bons salaires, qui veut faire des bons produits et qui est plein de bonne volonté pour le faire, ainsi que mes collaborateurs. À l'issue du débat où Arthur Führer a subi le feu roulant des questions de ses interlocuteurs, le présentateur Jean Dumur conclut. Le moment est venu de rendre l'antenne. On dit parfois dans l'opinion publique ou on lit parfois dans les critiques de télévision que le public suisse est placide et bon enfant. Je ne pense pas que ce soit le public de notre émission ait donné cette image-là. Monsieur Führer, je vous remercie d'avoir bien voulu affronter toutes ces questions nombreuses, souvent perfides et très souvent aussi agressives. Merci. Merci. Cette émission fera couler beaucoup d'encre dans la presse romande. Le 24 heures du 4 mars 1977 titre « Le PDG dans la fosse aux lions », tout en reconnaissant l'intérêt d'un débat permettant la confrontation de deux mondes opposés. La Tribune, le matin du même jour, évoque une marée d'indignation. La TSR est critiquée pour la gestion de ce débat, certains accusant les étudiants d'appartenir à l'extrême gauche. À la suite de l'émission, l'édition du 3 mars 1977 de la Feuille d'avis de Vevey exprime sa déception concernant l'image négative projetée sur l'entreprise veuvezane. De nombreux échos parviennent, exprimant l'incompréhension de nombreux éditeurs au fait que seules des questions relatives au côté négatif et parfois à des faits inexistants aient été posées par les étudiants. Ces questions étaient encore souvent précédées de remarques désobligeantes. Et ceux, nombreux, qui attendaient des questions permettant à M. Führer de montrer les aspects positifs de la grande entreprise qui a son siège à Vevey, sont restés sur leur faim. Loin de la Suisse, c'est aux USA que le 7 juillet 1977 se joue un nouvel acte à l'encontre de la firme veuvezane. Le lancement du boycott des produits Nestlé par l'organisation INFACT, Infant Formula Action Coalition.
Fondée à Minneapolis dans l'objectif de mener campagne contre la compagnie helvétique, l'organisation ralliera peu à peu les principales églises et principaux syndicats des USA. Nestlé devra ainsi faire face pendant de longues années au plus important boycott de consommateurs de l'histoire américaine, selon les termes du journaliste Jean-Claude Buffle dans un article du 24 heures de janvier 1984. Cette action économique contre Nestlé se propagera en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Europe. En 1978, aux États-Unis, le sénateur américain Edward Kennedy convoque une audience publique sur la question de l'utilisation du biberon dans les pays du tiers-monde. Plusieurs témoins seront entendus par le sénateur, des experts de terrain, des responsables du groupe de boycott et un représentant de Nestlé. Cette audience tourne au désastre pour Nestlé, car au lieu de répondre aux critiques, la multinationale prend le parti de dénoncer ses détracteurs. Jean-Claude Buffle est invité dans l'émission radiophonique Première édition du 25 mai 1986. Il vient alors de faire paraître un ouvrage intitulé « Haine comme Nestlé, multinationale et infanticide, le lait, les bébés et la mort ». Il explique au micro de Jacques Beaufort que c'est cette audience qui l'a poussé à s'intéresser au boycott mené contre la multinationale suisse. Je crois que le premier choc, je dirais, un petit peu émotif que j'ai eu en rencontrant ce problème, s'est passé exactement il y a 8 ans, presque jour pour jour, le 23 mai 1978, quand Edward Kennedy, donc l'un des principaux sénateurs américains, a organisé des audiences sur ce thème des problèmes de santé publique liés à l'allaitement au biberon dans les pays du tiers-monde. Et là, le représentant de Nestlé, qui était un Brésilien, M. Ballarin, a fait une déclaration où il a accusé, dans le fond, les promoteurs de cette campagne d'être dans une espèce, je cite, non pas littéralement, d'être les agents d'une espèce de conspiration mondiale contre la libre entreprise. C'est une déclaration qui a suscité une très vive colère de la part de Kennedy, un très large éclat de rire dans la salle. Alors là, c'est vraiment été un choc pour moi, qui était simplement se dire, mais comment est-ce que le représentant de la plus grande entreprise de mon pays peut faire une déclaration aussi ridicule? Parce que quand il a fait cette déclaration, il avait été précédé sur le banc des témoins par des gens qui sont, si vous voulez, les plus grands noms de la santé publique aux États-Unis. Le Dr Jelliff, qui est peut-être le plus grand spécialiste de nutrition infantile sous les tropiques, et puis qui venait de dire, écoutez, il y a 10 millions de cas de malnutrition et de diarrhée qui pourraient être évités si on revenait à l'allaitement maternel. Tout à coup, il y a quelqu'un qui vient dire, après que ces savants soient exprimés, mais ça, c'est simplement un complot mondial contre la libre entreprise. Le camp du boycott se servira longtemps de la séquence en question, filmée par CBS, pour ridiculiser l'entreprise. Quant au fond de la controverse, les pratiques commerciales de Nestlé, Edward Kennedy renvoie la balle à l'OMS. Le boycott à l'encontre de Nestlé met à mal l'image de la multinationale. En 1981, l'émission télévisée Telle Quelle détaille la campagne de relations publiques lancée par Nestlé pour redorer son blason. Le journaliste Jean-Claude Buffle répond par téléphone à Jacques Pillet. Celui-ci lui demande si le boycott est encore une affaire à l'ordre du jour aux États-Unis. Oui, c'est une affaire qui continue. Je pense que l'impact du boycott sur les ventes de Nestlé a pour le moment été limité, mais le but des organisateurs n'était pas là. Il était plutôt d'alerter l'opinion américaine sur le problème de l'usage du lait en poudre dans le tiers-monde, et je pense que là, ils ont enregistré un certain succès. Je pense qu'il y a un sentiment diffus dans l'opinion américaine maintenant qu'il y a un problème avec la promotion et l'usage du lait en poudre dans le tiers-monde. Vous pensez que les ventes ont baissé ? Non, je ne pense pas que les ventes ont baissé ou de façon très accessoire, et c'était pas, je vous le répète, le but du boycott. Le but était vraiment un but d'éducation, et je pense qu'ils ont réussi à créer une certaine inversion, si vous voulez, d'image de Nestlé dans l'opinion. Nestlé était quelque chose comme Heidi, et puis elle s'est retrouvée quelque chose comme Médée. Si le reportage montre que Nestlé travaille d'arrache-pied pour améliorer son image, son chef du service de l'information et de la presse tempère. Invité sur le plateau de Tel Quel, Edgar Fazel précise d'abord que le commerce de produits pour nourrissons dans le tiers-monde représente une petite partie du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les ventes
de produits pour nourrissons dans le tiers-monde font le 2,5% de notre chiffre d'affaires, donc une proportion plutôt même très limitée. Mais ça ne fait rien pour des raisons historiques, je dirais affectives. Nous sommes très très liés à ce domaine et surtout à l'alimentation infantile, où que ce soit. Et c'est pourquoi la polémique qui s'est engagée sur ce sujet vous touche particulièrement et vous a poussé à réaliser toute une campagne de relations publiques. Si vous permettez, quand on a vu le film que vous avez tourné avec différentes personnes, j'ai un peu peur que les spectateurs qui nous font l'amitié de regarder cette émission pourraient avoir l'impression que les gens qui travaillent dans cette maison qu'a dessinée André Paul ne travaillent uniquement que pour rapistoler l'image de Nestlé. Alors il faut quand même être conscient que tel n'est pas le cas. Notre premier souci, ce sont nos produits. 45 millions de tonnes d'aliments sortent chaque année de plus de 300 usines Nestlé dans le monde. Et notre premier souci, notre priorité absolue, c'est la qualité et la sécurité de ces produits. Et c'est parce que nous avons tenu ce pari depuis tantôt 110 ans que l'image de Nestlé en général est relativement bonne et satisfaisante. Dans le cadre de sa campagne de relations publiques, Nestlé engage en Suisse des actions auprès des églises, offre aux enseignants des cours sur les entreprises multinationales et sur Nestlé elle-même, et commandite des rapports externes sur l'entreprise. La société se propose comme sujet d'étude à des chercheurs scientifiques ou à des journalistes. Elle ouvre par exemple ses portes au journaliste Jean-Michel Laya, qui en parlera dans un livre, Le secret des multinationales. L'auteur s'exprime dans l'émission telle quelle. Alors écoutez, je crois que Nestlé vend très bien les produits Nestlé, mais se vend très mal elle-même. C'est votre opinion de spécialiste après avoir vu la compagnie de l'intérieur? Oui, c'est mon opinion, surtout après l'avoir vue de l'intérieur, parce que j'ai découvert des choses absolument fantastiques. On croit toujours que ces sociétés sont des grandes entreprises. Une maison comme Nestlé, à quelques exceptions près, c'est jamais plus de 300-400 hommes qui des fois se battent dans des circonstances assez exceptionnelles, qui réalisent même des choses au point de vue aventure humaine exceptionnelles dont on n'a jamais parlé. Mais tout de même, on vous a ouvert les portes de Nestlé. Oui. C'était une publicité pour la compagnie. Oh, écoutez, j'aime pas le mot publicité. Quand vous écrivez un livre, à ce moment-là, quel que soit le sujet que vous traitez, le sujet devient de la publicité. Disons, ça m'intéressait, j'ai des relations dans la maison, il se trouve que j'ai assez haut placé des amis, et la plupart d'entre eux, je les ai connus avant même qu'ils fassent leur carrière chez Nestlé, ça m'a facilité les choses. Pour moi, ça a été une expérience absolument passionnante, je crois que c'est la première fois qu'elle a été faite dans une multinationale, mais des expériences comme ça auraient dû être faites il y a 20 ans, pas maintenant. Le fait que Nestlé ait payé une partie de vos voyages ne posait pas de problème pour vous? Non. Écoutez, c'est une question qu'on pose très souvent. J'ai fait un voyage de presse qui était organisé dans le cadre de Nestlé avec d'autres confrères. Alors, je suis évidemment pas retourné dans ce pays-là une autre fois. J'ai profité de certains voyages que j'ai fait moi-même pour faire des études. Et dans un cas absolument précis et spécifique, à 100%, c'est le seul, ça a été un cas Nestlé. Mais j'avais une liberté d'action totale et c'est moi qui choisissais sur place ce que je voulais voir, tout. Et j'ai vraiment fait ce que je voulais. Le célèbre écologiste René Dumont, présenté comme un dénonciateur des affameurs du tiers-monde par l'émission telle quelle, a lui aussi étudié l'activité de Nestlé pour un rapport commandité par le directeur général de l'entreprise. Votre rapport n'est pas paru et déjà on en parle beaucoup. René Dumont est-il au service de Nestlé? Allez-vous faire la propagande de cette maison? Bien, quand on verra le rapport, on verra que nous avons donné des points. Nous n'avons pas de raison d'avoir une politique systématiquement anti-Nestlé. Nous n'avons aucune raison d'être au service de Nestlé. On nous a demandé de faire une étude de caractère scientifique et nous allons sortir une étude de caractère scientifique. Les critiques vont être plus sévères que les compliments, sans aucune hésitation. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez être utilisé comme alibi quand on va mettre en évidence tout ce que vous pouvez dire de positif et passer un peu par-dessous la table, disons, les critiques? Eh bien, si on arrive à isoler certains passages, d'abord je vais étudier les passages et prendre bien garde qu'on ne puisse pas les isoler pour se servir en faveur de Nestlé d'une façon indistincte. Et Nestlé sait que j'ai des moyens de me faire connaître, de faire connaître mes opinions. Finalement, ce rapport de René Dumont ne sera pas publié comme prévu en 1982 dans le cadre de l'IRM, l'Institut de recherche et d'information sur les multinationales fondé par Nestlé.
Mais le chercheur utilise tout de même le matériel recueilli dans un ouvrage qu'il publie en 1981, intitulé « Le mal-développement en Amérique latine », écrit en collaboration avec Marie-France Motin. En 1981, toujours dans la même émission telle quelle, le journaliste Jacques Pauget interroge la politologue et écrivaine Suzanne Georges, militante tiers-mondiste, qui dénonce les méthodes de communication de la multinationale. Suzanne Georges, vous êtes une critique de Nestlé. À votre avis, comment est-ce que cette multinationale soigne son image de marque aujourd'hui ? Mais je crois qu'elle a de multiples façons pour le faire. C'est-à-dire, d'abord, elle a énormément d'argent et elle a des moyens infiniment supérieurs aux moyens que possèdent ses critiques. Vous avez vu certainement une publication très chère, certainement en quadrichromie, qui s'appelle Nestlé, Présence de Nestlé dans les pays en développement. On fait appel aussi à des personnes qui disent du bien de Nestlé. On fait appel à des médecins, par exemple. On publie ce que disent les médecins sur la bienfaisance de Nestlé dans les pays en développement. Et puis, je crois qu'il y a une campagne publicitaire tous azimuts. On voit très souvent que Nestlé fait aussi, sous son égide, des conférences de pédiatres, par exemple. Enfin, il y a vraiment une campagne de relations publiques qui peut réussir. C'est très bien fait. Quelle information est distillée par tous ces canaux ? Oh, moi, j'appelle pas ça de l'information. J'appelle ça de la propagande. C'est de bonne guerre, d'ailleurs. Si l'entreprise Nestlé tente de redorer son blason, elle va être amenée à se positionner sur le fond de l'affaire, sur ses pratiques de vente des substituts du lait maternel. Le 21 mai 1981, l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS adopte, après de longs débats, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, dont le but est de contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate en protégeant et encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel quand ceux-ci sont nécessaires, sur la base d'une information adéquate et au moyen d'une commercialisation et d'une distribution appropriée. Immédiatement, le groupe Nestlé affirme se rallier aux objectifs de ce texte et annonce qu'il adhérera aux codes publiés par chaque pays. Même si ces codes nationaux sont établis sur la base des principes adoptés par l'Organisation mondiale de la santé, il faut noter qu'ils se montrent souvent moins stricts que les exigences posées par l'OMS. Dans le même temps, la multinationale affronte une contestation venue de l'intérieur. Fait inédit en Suisse, un certain nombre d'actionnaires protestataires se sont réunis en une association nommée la Convention d'actionnaires Nestlé en mai 1981 pour imposer des enjeux moraux à la multinationale. Antoine Duchemin, président de cette association, éclairera la position de ces actionnaires minoritaires de Nestlé lors d'une interview donnée en 1983 à Temps Présent dans une émission intitulée « Les missionnaires de l'alimentation ». Nous voulons être actionnaires responsables. Responsables, c'est-à-dire ayant des droits, c'est une chose, mais ayant aussi des devoirs. Ces devoirs, c'est essentiellement pour nous de nous opposer chaque fois que nous avons le sentiment que l'entreprise contribue au mal-développement dans des pays du tiers-monde. Nestlé acceptera de recevoir à quelques reprises ses actionnaires. En 1982, le groupe Nestlé prend une série de mesures pour faire taire ses détracteurs et faire cesser le boycott dont il est l'objet depuis maintenant 5 ans. En février, alors que la plupart des gouvernements n'ont toujours pas adopté des mesures concrètes concernant l'alimentation infantile, Nestlé publie ses propres directives pour l'application du code de l'OMS. Cependant, l'INFACT, Infant Formula Action Coalition, association à l'origine du boycott américain, accuse la multinationale suisse de réécrire et d'interpréter ces directives selon ses propres intérêts. Dans la foulée, Nestlé crée aux États-Unis le NIFAC, Nestlé Infant Formula Audit Commission, une commission de surveillance qu'elle présente comme indépendante, bien qu'elle soit financée par l'entreprise. Cette commission est dirigée par le sénateur américain Edmund Muskie.
Nestlé fonde de grands espoirs sur la NIFAC, chargée de vérifier la bonne application de ses engagements et surtout de démontrer sa bonne volonté. Ainsi, dans une interview radiophonique avec le journaliste Michel Eman le 14 mai 1982, Pierre Lyotard-Vogt, PDG de Nestlé sur le départ, ne manque pas de souligner le travail de cette commission. Nous ne cessons pas de rencontrer tous les gens qui nous critiquent. Non seulement nous ne refusons pas, mais nous les recherchons. Vous avez entendu parler qu'on vient de nommer une commission qui est composée uniquement de gens d'église et de gens irréprochables et qui n'ont aucun lien avec nous, présidée par le sénateur Musky, et qui accepte de faire une investigation en profondeur pour tâcher de voir où se trouve la vérité vraie. Et Monsieur Lyotard-Vogt, pour désamorcer ces critiques, ne serait-il pas possible de faire un geste qui pourrait être le suivant? Nestlé pourrait dire, eh bien nous allons appliquer le code de l'OMS partout dans le monde, même dans les pays où il y a un code national, parce que par exemple l'exemple suisse montre, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais des exemples prouvent que le code suisse est en retrait par rapport aux directives de l'OMS. Alors ne pourriez-vous pas faire ce geste en disant partout nous allons appliquer le code de l'OMS? Premièrement, nous l'appliquons partout, mais la différence entre le code suisse et le code de l'OMS, c'est simplement une différence de degré. Les deux donnent la primauté à l'alimentation maternelle que nous n'avons jamais contestée. Simplement, les dangers qui pourraient résulter de l'utilisation d'aliments artificiels peuvent quelquefois exister dans les pays en voie de développement avec des utilisatrices illettrées, tandis que ce danger est pratiquement inexistant dans les pays développés. Les conclusions de l'ANIFAC confirment des violations du code de l'OMS signalées par l'INFACT. Nestlé révise ses directives. Le 14 octobre 1982, l'INFACT et Nestlé tiennent chacun une conférence de presse. Intitulant sa conférence « Breaking the Rules », l'INFACT dénonce une trentaine de violations des engagements pris par Nestlé dans 8 pays. La multinationale annonce quant à elle qu'elle accepte de nouvelles concessions pour se conformer au code de l'OMS. Dans une interview au téléjournal au lendemain de cette annonce, le porte-parole de l'entreprise Veuvezane, Edgar Fazel, explique de manière concrète en quoi cette décision modifie les pratiques de l'entreprise. Par exemple, jusqu'à présent, il était d'usage que les médecins reçoivent gratuitement, lorsqu'ils avaient des bébés, les produits qu'ils voulaient donner à leurs nourrissons, par à peu près tous les producteurs. Eh bien maintenant, ils devront les payer, ils devront aller à la pharmacie, les acheter comme vous et moi. Et puis, par exemple, il y avait la possibilité d'avoir des puéricultrices au service d'une compagnie qui allait conseiller les mères, notamment toujours dans les parties plus pauvres du tiers-monde. Eh bien, maintenant, on n'en veut plus pour éviter toute collusion possible entre conseil et l'envie de vendre des produits. L'autre aspect, c'est que l'écrasante majorité des gens qui travaillent dans ce groupe reconnaissent l'intelligence qu'il y avait à se rapprocher de ce code de l'OMS. Et donc, d'une part, ils le feront, mais d'autre part, ce sera contrôlé et gare à celui qui, sciemment et volontairement, outrepasserait les instructions, ces instructions-ci et celles qui ont été publiées hier. Nestlé n'a pas envie de frimer avec le code et avec les instructions. Nous avons reconnu un problème, nous le connaissons relativement bien depuis des générations, et nous sommes convaincus de pouvoir contribuer par la qualité de nos produits, mais aussi par notre attitude dans la commercialisation. Nous allons aller de l'avant, quoi que disent d'aucuns qui ne sont pas toujours les mieux intentionnés, ni à notre égard, ni d'ailleurs à l'égard du tiers-monde. Nestlé souhaite mettre un terme définitif à la controverse en novembre 1982. Une rencontre au sommet se tient entre Karl Hengst, haut représentant de Nestlé, et des leaders du boycott américain. Pourtant, le bras de fer entre l'INFACT et Nestlé se poursuit, des activistes accusant le groupe de continuer à enfreindre ses engagements et affirmant que des milliers de bébés continuent à en subir les conséquences. En 1983, une nouvelle enquête menée par la commission de vérification de Nestlé confirme encore une fois des violations. La multinationale adopte donc une fois de plus de nouvelles mesures pour adapter ses pratiques de marketing et tenter de répondre aux exigences des activistes. En décembre 1983, un tournant semble s'amorcer.
Le correspondant aux USA de la radio romande, Philippe Motta, explique dans le Journal du matin du 16 décembre. Est-ce une percée possible dans une dispute qui dure depuis plus de 6 ans maintenant aux États-Unis? Pour la première fois de manière si directe en tout cas, les organisateurs américains du boycott de Nestlé ont indiqué qu'ils cesseraient leur action ici et dans les 10 autres pays où elle est menée si la multinationale suisse acceptait de modifier 4 de ses pratiques commerciales qui, à leurs yeux, violent toujours le code de l'OMS sur la vente de produits de substitution au lait maternel. Pour les organisateurs de ce boycott, dont l'impact économique est probablement inchiffrable, mais dont Nestlé peut difficilement nier l'effet publicitaire négatif ici, la société suisse a certes sur des points majeurs déjà pris des mesures considérables afin de se conformer au code, mais un dernier effort est selon eux indispensable. Ils exigent très précisément une application plus stricte des articles qui traitent de la fourniture gratuite de lait en poudre aux hôpitaux, de la distribution de littérature éducative aux mères et aux professionnels de la santé. Ils demandent également que la remise de cadeaux à ces derniers soit interdite et que l'étiquette avertissant des dangers potentiels d'une mauvaise utilisation du produit soit rédigée en des termes plus forts et plus explicites. À moins de cela, insiste-t-il, le boycott continuera. La réaction de Nestlé, elle est prudente, on attend de passer en revue ces propositions afin de se prononcer définitivement, mais on me l'a dit, nous avons tout fait afin de nous assurer que le code était respecté par nos employés. Les problèmes qui restent sont du domaine de son interprétation et de son application, sur laquelle nous n'avons pas de possibilité de contrôle. Les organisateurs du boycott entament d'âpres négociations avec Nestlé. Ils tiennent en effet à lever dans la formulation des textes toute ambiguïté dont la multinationale pourrait profiter. Ces discussions aboutissent à un accord signé le 25 janvier 1984. Nestlé accepte de se plier aux exigences du Code international de l'OMS en matière de commercialisation du lait en poudre. Un dernier écueil subsiste concernant l'interdiction de fournir gratuitement des substituts de lait maternel dans les hôpitaux, une interdiction que Nestlé refuse d'accepter. Il est convenu que cette question soit traitée ultérieurement par l'OMS. Le boycott contre les produits de Nestlé est suspendu pour 6 mois. Il sera définitivement levé en octobre 1984, un épilogue après 10 ans de controverses et 7 ans de boycott. Pourtant, le géant de l'agroalimentaire retombera sous le feu des critiques et sous le poids du boycott en 1988, lorsqu'il est accusé d'enfreindre l'accord signé. Des années plus tard, l'International Baby Food Action Network, IPFAN, dénonce encore des pratiques litigieuses de Nestlé en matière publicitaire lors d'un rapport paru en 2004. Aujourd'hui encore, un boycott est toujours en cours à l'encontre de l'entreprise suisse, au Royaume-Uni et en Irlande. D'autres scandales liés à des failles dans la sécurité alimentaire affecteront l'image de la multinationale. Nestlé procédera à un rappel de produits après l'interdiction en Chine en 2005 de lait en poudre contenant un taux d'iode trop élevé. Il y aura aussi, dans les années 2000, les découvertes du danger de biscuits susceptibles de provoquer l'étouffement des jeunes enfants, des nouilles Maggi contaminées au plomb, ou plus récemment encore, de pratiques illégales concernant les eaux minérales. En 2024, la multinationale suisse est épinglée par une enquête de Public Eye intitulée « Comment Nestlé rend les enfants accros au sucre dans les pays à revenus plus faibles ». Dans ce rapport, Public Eye dénonce un double standard entre pays européens et pays à faible revenu. En effet, certains produits Nestlé pour bébés contiennent du sucre ajouté lorsqu'ils sont vendus dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, alors que les produits équivalents vendus en Suisse et dans les principaux marchés européens n'ont pas de sucre ajouté. Nestlé s'est défendu de cette accusation de double standard avec ce communiqué de presse. Toutes nos recettes sont conformes aux lois internationales et locales, y compris les exigences sur l'étiquetage. Et en précisant que de légères variations dans les recettes selon les pays dépendent de plusieurs facteurs, notamment des lois, sans compromettre la qualité de nos produits. Public
Public Eye et IPFAN ont déposé une demande d'action en justice auprès du secrétariat d'État à l'économie, le SECO, afin d'obliger Nestlé à cesser de vendre des produits pour bébés contenant des sucres ajoutés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, en septembre 2024, cette demande n'a pas encore reçu de réponse. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives, un épisode écrit par Marielle Rezzonico, réalisé par Jonathan Hasselbacher, produit par Grégoire Moll, raconté par Sophie Richard, avec la voix de Grégoire Moll. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. 1001 archives, un podcast des archives de la RTS, disponible sur Play RTS et la plupart des applications de podcast. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle. Retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de cet épisode sur notre site internet rts.ch/archives au pluriel.